Vous pouvez choisir le bouton en bas de votre écran et choisir la langue dans laquelle vous désirez écouter les présentations. Nous allons commencer d'ici 5 minutes. L'idée est de maintenir la ponctualité, de rester dans les temps, car la session est enregistrée. Et de cette façon, elle pourra être partagée avec le reste des représentants qui se joindront plus tard. D'ici 3 minutes, nous allons commencer. Ok, antes de comenzar, quisiera confirmar que Avant de commencer, je voudrais confirmer que l'interprétation fonctionne pour tous. Vous pouvez nous indiquer sur le chat ou en faisant un signe du pouce vers le haut si cela fonctionne pour vous. Merci Bayard, enchanté de te voir. Thanks, Dr. Francis, for that confirmation. Okay, we will start in a minute. Vamos a Nous comenzar. allons commencer d'ici 1 minute. Perfecto. Buenos días a todos, a todas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le temps est compté, nous allons commencer la session qui sera enregistrée et vous pourrez la partager par la suite avec les représentants qui n'ont pas pu assister aujourd'hui ou qui nous rejoindront pendant la session. Je voudrais vous remercier et remercier bien entendu le Centre de recherche pour l'éducation du Canada et les organisations qui rendent possible l'existence de KICS en Amérique latine et dans les Caraïbes. Merci à chacun des représentants des pays. Vous savez que cet espace de webinaire est un espace qui est pensé spécifiquement pour les représentants des pays et nous sommes très contents de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup également à nos invités, Dr. Francis de EEF et Rafael Carrasco de SUMA et Dr. Rosbel Hernandez de Honduras. On les présentera bien sûr par la suite. Chacun tiendra 15 minutes pour sa présentation
Et ensuite, nous aurons un espace de conversation et de questions. Qu'est-ce qui nous convoque aujourd'hui? Le webinaire d'aujourd'hui nous invite à partager des expériences globales et régionales et nationales par rapport à l'utilisation de données probantes dans ces temps pleins de défis de post-pandémie. Nous nous demandons constamment comment mettre en place des programmes et des pratiques qui aient un impact positif, pas seulement ce qui fonctionne, mais comment faire pour que cela fonctionne. Je vous je laisse la parole à Javier González, directeur de Suma, et ensuite Rafael Florencio Ceballos. Muchas gracias, Raúl. Merci Raoul. Hello to everyone. Bonjour à tous, To all the fellow en friends particulier à tous from nos 66 countries, amis de pays KICS to our friends from IDRC, et nos amis de l'IDRC to our friends and colleagues et nos amis the Education de l'EEF, especially Becky Francis. en particulier Becky We're Francis. happy to see Nous sommes you're très here with contents us de and vous voir sharing aujourd'hui, que this vous very soyez important avec moment in nous, which we're que starting to work with vous folks from faisiez the partie Caribbean countries de and ce kind of moment très Central and South important pour America. nous. Now, I'm gonna change to Spanish. Nous allons changer maintenant So à that most l'espagnol, of the present can passer à also understand. l'espagnol, I understand that pour que la this plupart des pays translation puissent is difficult for all of us. nous comprendre. Quisiera entonces partir entonces Je agradeciendo voudrais la capacidad de commencer IDRC, par a los países, remercier especialmente donc de KICS y en l'IDRC, particular a Guatemala y El remercier les Salvador, pays, y a surtout los le países del Guatemala, le Caribe, Salvador, et les pays des y muy Caraïbes especialmente a nuestros qui nous accompagnent aujourd'hui et colegas tout del Education particulièrement à Endowment nos Foundation, collègues en de especial a la l'Education Endowment directora Becky Foundation, Francis y también surtout a à sa la directrice Becky directora Francis, de Asuntos Internacionales, Amy directrice Fox, et con quienes aussi de hemos la venido trabajando directrice muy fuerte des justamente en affaires la temática internationales clave Amy de Fox. esta Et le thème conferencia. clé Creo de que cette conférence que todos, nous bueno, allons en nuestros países hemos experimentado partager aujourd'hui. Dans nos pays, los estragos, el daño que ha generado la nous pandemia, avons pu pero creo que constater es importante les ya ir dommages sacando causés par lecciones, la ¿no es cierto?, pandémie et de tirer des este leçons proceso. de Y ce probablemente la processus. principal lección tiene que ver La con leçon que en principale este océano, en esta voir sans tormenta, aucun doute estamos en el avec mismo le barco, fait pero que dentro nous sommes tous dans del le même barco estamos en bateau, distintas cabinas. mais il y a des Algunas cabines cabinas différentes han dans le sufrido bateau. Certaines más golpeadas cabines que otras, ont été plus otras durement están touchées que hundiendo d'autres. efectivamente y por lo tanto Certaines la solidaridad y coulent especialmente la même, et donc colaboración la es clave, solidarité, la así como es collaboration clave para los temas sont climáticos, fondamentaux tiene que ver con los cambios dans ce climáticos domaine, que son tout comme dans le cas des desafíos phénomènes globales. climatiques, qui sont El tema de la des educación, por supuesto, défis también es un globaux, desafío global. à niveau Y global. para Et generar l'éducation est esta donc un défi pour colaboración no tous. Et basta la pour voluntad, que es un rendre poco más possible cette importante, collaboration pour pero no tous, basta solamente la il voluntad, n'est pas suffisant necesitamos d'avoir la volonté. Nous evidencia, avons besoin de información, données y eso es probantes, lo que hemos venido d'informations, trabajando con et c'est ce TCIF que hace ya varios años, desde el 2016. Hemos fortalecido como sur quoi partners nous al travaillons avec Education l'EEF Solutions depuis maintenant Friends, quelques années, con otras instituciones, y avec lo que d'autres busca es institutions de alguna manera également, en cherchant sistematizar, sintetizar à aquello que systématiser sabemos. La ce pregunta que que nous hay savons. detrás, La de alguna question qui est manera, es derrière tout por qué han ça est mejorado, por qué han pourquoi mejorado. ¿Qué lograron ceux qui ont fait des progrès, los pourquoi cambios? ont-ils fait des progrès? ¿Qué prácticas pedagógicas son Quelles aquellas que pratiques realmente pédagogiques logran ont-ils un mises en cambio place efectivo? pour améliorer Y creo que et entonces donner lieu à esa des es la changements primera effectifs? condición de esta La première necesidad de condition colaboración, de cette información, conocimiento. Y por eso que también desde Suma no solamente la traducimos première al nécessité est donc bien español o al l'information, portugués la investigación que hace el IEF, l'accès à sino que también l'information. incluimos una capa muy Et importante que nous tiene que avons ver con la inclus contextualización de la quelque chose evidencia de que très recoge el IEF important, qui con la est la evidencia latinoamericana contextualisation en des español y en données portugués probantes, que no son reconocidas por avec las les autoridades données europeas latino-américaines en inicialmente y por lo espagnol et tanto que portugais qui n'étaient pas hubiese reconnues esa plataforma initialement, inicial para que pueda ser utilizada en afin que contextos toutes ces del données puissent sur être global. utilisées dans un Eh,
contexte global. Il n'est pas suffisant donc d'avoir des données probantes, mais nous avons aussi besoin d'instances de rencontre et de mécanismes de collaboration. Et c'est le rôle de Kixlack. Merci en remerciant le soutien de l'IDRC, de nous donner l'opportunité de nous rencontrer et développer des routes de développement pour chacun, comme l'a dit Raoul Chacón. Ce que nous voulons, c'est passer de qu'est-ce qui fonctionne à comment et avec qui cela fonctionne, où cela fonctionne, comment. Quand nous travaillons beaucoup avec les professeurs et nous comprenons que la rétroalimentation est une partie très importante de tout ce travail. Mais comment? Comment la plateforme n'est pas suffisante? La question est bien comment. Dans nos pays, la formation initiale, la formation de service reste faible. 20% des professeurs en Amérique latine n'ont pas de formation initiale en éducation. Le 30% l'a acquise de façon en ligne, de façon virtuelle. Et cela est donc une réalité impérative d'avancer dans des systèmes qui permettent d'améliorer la formation des professeurs et de massifier l'usage des données probantes. Que fait Summa dans ce domaine? Dans la région, nous sommes partis avec la Caixa et d'autres associés pour développer des manuels d'orientation par rapport à certaines pratiques comme la rétroalimentation, par exemple, l'apprentissage collaboratif, et nous avons réalisé des guides pour mise en œuvre de ces pratiques. Mais après peu de temps, nous sommes rendus compte que ce n'était pas suffisant et nous avons commencé à faire des évaluations sur le terrain. Par exemple, celle qui est dirigée par Rafael Carrasco, qui va en parler, et directeur de l'agence de Calidad Chile. Dans un territoire entier, nous avons appliqué 3 pratiques effectives dans la pratique: la métacognition, l'apprentissage collaboratif et la rétroalimentation. Et Raphaël va nous parler de cela, bien évidemment, et cela nous a permis de comprendre comment cela fonctionnait dans la pratique. L'objectif final de Summa, et je vais terminer là-dessus, est de pouvoir mettre à l'échelle ces solutions. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une série de programmes qui cherchent à mettre à l'échelle ces méthodes et pour voir comment cela fonctionne et pouvoir fournir des méthodes. Nous travaillons donc aujourd'hui dans un grand programme de formation des enseignants que nous sommes en train de redévelopper pour le rendre plus efficace, plus efficient. En Équateur également, en partenariat avec le gouvernement d'Équateur, nous testons plusieurs systèmes d'accompagnement des enseignants de façon disciplinaire ou transversale dans les domaines de l'innovation et autres domaines. Ce sont plusieurs initiatives et nous voulons aller plus loin et voir comment nous pouvons introduire ces données probantes dans des réformes du curriculum, des réformes des programmes de facultés d'éducation, de formation des enseignants dans les Caraïbes et dans le reste de l'Amérique latine. Nous croyons que si nous avons du succès en traduisant ces données probantes dans un programme de formation initiale, nous pourrons changer les prochaines générations et avoir un impact plus effectif dans les années à venir. Sans plus attendre, je
remercie à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, à tous nos partenaires stratégiques. Et je pense que nous avons de grands défis devant nous, mais qu'en travaillant ensemble, nous allons y parvenir. Merci à tous. Gracias, Javier Florencio. Merci, Javier. Florencio. Merci, Raúl. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer d'être bref. Les données probantes scientifiques, c'est ce sur quoi nous travaillons chez KIX et dans le Centre international de recherche pour le développement. Nous voulons contribuer au développement de données probantes scientifiques dans les pays du Sud. Et pour cela même, nous savons combien cela est difficile, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a des données probantes disponibles, il y a des papers, lisez-les, utilisez-les, mais il est nécessaire d'avoir un travail de précision, de grande précision pour traduire ces données probantes de façon utile pour la prise de décision et soutenir les processus politiques, leur incorporation dans des processus politiques. Nous comprenons que les données probantes et son utilisation dépendent de sa légitimité et surtout dans des temps où les preuves scientifiques peuvent être questionnées depuis l'agenda politique, depuis les mouvements anti-vaccins jusqu'à ceux qui s'opposent au changement euh, climatique et même ceux qui nient que la Terre est ronde. Un temps où les preuves scientifiques sont questionnées, mises à l'épreuve. Et également, nous croyons que pour être utile et pour être effective, les preuves ont besoin d'être adaptées à la réalité locale. Et cela est possible avec l'implication de chercheurs locaux qui comprennent la spécificité de chaque endroit, de chaque région, et en plus qui assurent une continuité dans le temps, dans l'utilisation de ces données probantes, dans les politiques publiques, quelque chose qui n'arrive pas d'un jour à l'autre, mais qui résulte d'un travail dans la continuité au fur et à mesure des années de la part de ceux qui sont de façon permanente dans ce domaine. Et il y a besoin également de gens qui défendent ces données probantes, qui peuvent la défendre, l'adapter. Et nous comprenons que Kixlack, avec ses partenaires et ses partenaires locaux, sont en partie là pour satisfaire ce besoin. Nous pensons également qu'il est important de signaler qu'en temps de crise, tout ce que je décris, qui est déjà difficile en soi, fait face à des difficultés encore plus grandes. Et pas uniquement à cause de la pandémie, et la pandémie va au contraire continuer à accentuer certaines des difficultés dans beaucoup de pays, posant des difficultés euh, pour rassembler ces données probantes. Nous faisons face à une pandémie malheureusement à deux vitesses, où certains pays ont plus de difficultés que d'autres. Il y a des pays mais les difficultés tiennent au fait que le panorama a changé, le panorama éducatif. Il y a eu des problèmes de programme qui ne peuvent pas être rattrapés. Il y a eu des problèmes avec les conditions de l'enseignement, de suivi également des professeurs et d'évaluation des programmes. Et nous sommes dans un scénario dans lequel les objectifs par rapport au développement
aux objectifs de développement durable, nous Mais en pouvons être dans plus, une le scénario a situation changé, le grave. scénario politique a changé. Les ministères, les fonctionnaires ont plus de sollicitudes plus immédiates, plus urgentes, combinées bien souvent avec des crises de gouvernabilité dans des pays pour lesquels c'est pas si évident une compétition étant donné leurs tensions avec des restrictions financières vécues dans plusieurs pays qui font que ce soit plus difficile de pousser des innovations. C'est donc un moment important pour discuter comment on utilise, quand on l'utilise, qui va l'utiliser, etc. Et finalement, un élément de plus qui rend plus difficile la situation, c'est la fatigue digitale, la quantité d'heures que l'on passe devant un ordinateur. Et pour ne pas approfondir la fatigue digitale, je vais terminer avec mon intervention ici. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Florencio. Merci beaucoup, Xavier, Florencio. Je vous rappelle simplement que c'est un endroit intime, un emplacement intime pour le Kixlax. On remercie la participation des représentants des pays aujourd'hui. Je vais faire mention dominicaine, Grenade, Guyane, Guyane, Saint-Vincent, Saint-Louis, Haïti, qui s'incorporent aujourd'hui, Salvador et Guatemala. On est très content de compter avec vous. Je pense qu'Honduras et Nicaragua, je ne les ai pas mentionnés. Le Salvador et Guatemala m'a changé l'ordre alphabétique, alors je dois réapprendre cet ordre. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous et je vous présente à Sonia Rhys qui va modérer ce panel. Sonia Rhys fait partie de l'équipe exécutive. Elle est officier de l'Organisation des États du Caraïbe oriental de l'OICS, où elle travaille comme officier de gestion d'information. Elle est de Trinidad et Tobago, de San Fernando. Elle est mariée, elle a 2 filles et elle travaille dans le domaine de l'écologie et des sciences de l'information. Sonia, s'il te plaît, c'est votre tour. Thank you, Rahul. Thank you very much, and good morning to everyone, and welcome to all. And without further ado, Merci à tous. Et sans attendre davantage, je voudrais présenter à notre premier orateur, Becky Francis. Professeur Becky Francis. Elle travaille à la Fondation. Au préalable, elle était directrice de l'Institut SL de l'éducation, numéro 1 au monde pour l'éducation, dans le ranking des universités. Elle est également professeure d'éducation de justice sociale à Londres, au King College, directrice d'éducation et IRSE et également assesseure du département d'éducation du comité. Becky a une expérience qui s'étale à la publication sur l'activité sociale et l'équité dans le contexte de l'éducation. On la connaît davantage étant donné ses recherches d'identité sociale et les exploits sociaux qui sont en relation avec le sexe, race et justice sociale. Après son exposition, on pourra lui poser des questions. Et donc, vous pouvez prendre note des questions pour les présenter ou directement en levant la main sur la chatte. Et ensuite, pour les autres orateurs, nous aurons des questions et réponses tous ensemble. Alors, permettez-moi vous présenter Madame le docteur Becky Francis. Merci de l'invitation si chaleureuse. Je vais partager l'écran. J'espère que vous pourrez voir l'écran.
Je suis très contente d'être ici et de pouvoir parler avec vous et tout en particulier de pouvoir partager avec Sumo, un partenaire très important. Nous avons une société très productive. Brièvement, je voudrais présenter une partie du travail de EEF et certains de notre travail partagé et comment on fait pour collaborer avec différents partenaires tout au long du monde. Et également en relation avec des sujets que Florence a déjà mentionnés en relation à la pandémie. Alors, nous sommes une organisation focalisée sur l'écart des évidences. And we are an independent grant-making charity focused on trying to narrow Nous sommes une the entité existing gap indépendante for qui attainment se according to cible, socioeconomic se concentre background. à And diminuer you can see l'écart in the pour infographic on the left-hand side of favoriser le your transport screen the social. Et vous pourrez situation in voir the à gauche de UK, l'image where la young situation children dans start le education Royaume-Uni aged où les 5 enfants commencent leur already with a gap éducation in their progress of approximativement over à 5 4 ans, months déjà avec un compared to écart their au more affluent progrès de plus de counterparts. 4 And mois then the en infographic relation shows avec how leur that gap contrepartie. actually widens Et as là, those ici, students on move through the voit education system, resulting in comment a s'élargit situation cet where écart at avec le the système end of their d'éducation, mandated résultant dans une schooling, situation age qui 16, finalement there's a gap of around pour la 20 months of scolarisation progress between children from obligatoire socially disadvantaged aboutit à backgrounds and their 20 more mois affluent peers. d'écart entre les So enfants the qui ont EEF is working moins to support d'opportunités et avec teachers ceux and qui ont school plus leaders d'avantages, to plus make d'atouts. use of Et donc, on evidence travaille pour to donner un inform appui aux their professeurs et practice and their niveler decision l'éducation making in order pour to pouvoir address améliorer this leurs issue. pratiques et And pour in terms pouvoir of how we aborder work, différemment ces the sujets. EEF believes that in En order relation à la to façon dont on address travaille, le that attainment EEF gap, we pense que must pour first pouvoir place aborder cet evidence. écart, nous And devons our approach has three premièrement elements that are summarized travailler with the avec l'écart triangle de in the center l'évidence. Et of nous your avons 3 screen. éléments We qui se focus on résument synthesis, ici avec le generation, triangle au and centre. Nous mobilization. avons la So we synthèse en want to start génération et from la what we know, mobilisation. learn Nous more, voulons and donc then commencer avec ce que nous crucially connaissons support déjà, schools apprendre to use that davantage evidence in et ensuite practice. appuyer de façon And we cruciale provide les écoles 3 pour pouvoir appuyer independent les and écoles dans les evidence-based évidences et resources pratiques. designed to help Et nous improve avons teaching des and boost ressources, des learning. évidences et des And the résultats pour bubbles on either pouvoir side of your aider à screen show the améliorer l'enseignement number et of l'apprentissage. teachers and Et students comme vous pourrez involved in our voir, les studies and the numéros influence that we're dans les having in the cercles UK des professeurs context. investis dans les études et To l'influence que nous deliver that avons eue mission, dans we le also contexte du work with a wide Royaume-Uni. range of Mais pour partners across pouvoir our remettre cette 3 mission, core on travaille areas of également avec activity. plusieurs So partenaires, first of all, in toutes relation to différents des différents synthesis, domaines we d'activité. work closely with Durham Premièrement, avec la University to synthèse, on produce our travaille teaching and avec learning l'Université de toolkit Durham and pour with other pouvoir expert produire un kit organizations, d'apprentissage including avec d'autres international experts et organizations organisations, around incluant research certains au synthesis niveau research. international, And in terms of avec la generation, we're synthèse de working with recherche qu'on pourrait universities voir, and other et research également sur partners la to undertake génération avec les programs of universités et partenaires evaluation de of our work. recherche pour And then avoir in des terms of programmes de sessions mobilization, we d'évaluation work with et our en researching modélisation aussi. network and other On national travaille and avec local and notre international école de stakeholders recherche to embed the use of evidence in et teaching différents acteurs practice. internationaux pour pouvoir In obtenir relation l'évidence to en relation à la synthesis, pratique de the Teaching l'enseignement. and Learning Toolkit En is the synthèse, starting point for the EEF l'outil, grant la boîte making and d'outils for our efforts to support evidence-informed decision making in où schools. l'on appuie The l'évidence toolkit et was obtenir based on cette the idea that information pour prendre des information décisions au about sein what's des been tried écoles et before makes it l'information en ce qui easier for concerne practitioners to make ce que difficult nous avons obtenu decisions. auparavant rend plus And it facile la takes prise de over décision plus difficile. 3,000 of the best quality studies On a from the besoin de plus UK de and 3000 overseas études de and bonne groups them qualité au into Royaume-Uni et 35 d'autres categories pays based on ways that schools can spend further pour les towards it. catégoriser en I'll accord say more about la that in a façon dont minute, les but écoles just talking peuvent about utiliser les generation ressources. as well first. Et si on pense As well en as différentes showing what we générations, do tout know, d'abord, the Teaching en and Learning montrant ce que Toolkit l'on helps sait us déjà, spot gaps
Cette boîte d'outils nous aide à pouvoir rétrécir l'écart. Et on sait qu'il y a beaucoup d'écarts déjà dans l'évidence déjà présente. Et l'on utilise la plus grande partie des ressources pour une nouvelle évidence et pouvoir apprendre davantage. Par exemple, nous avons ce projet qui est en relation avec un paiement accessible. Si nous avons un programme avec le potentiel de pouvoir remettre un impact positif et l'on cherche à identifier des façons qui puissent être surmontées de façon effective en ce qui concerne le coût. Et à travers différentes épreuves, on commissionne plus de 15% d'épreuves en éducation tout au long du monde, incluant plus de RCS. Et pensant placer cette évidence dans la pratique et suivant cette synthèse et génération au domaine principal numéro 3 de l'activité, celle-ci est en relation avec l'appui aux écoles et créer des politiques pour mettre l'évidence en pratique. Et pour aborder cette focalisation, le EF a produit 16 comptes rendus de guides à travers différentes phases de l'école, depuis la mathématique de base ou la rétroalimentation pour les professeurs. Et cela avec une révision constante et systématique afin d'avoir une recommandation d'évidence pour aboutir aux professeurs et à la traduction de cette information dans leur pratique. Si on pense à la relevance déjà mentionnée par Florence, et dans le contexte, et c'est très vrai, mais si on pense que les sujets que l'on essaye d'aborder sont également de grande relevance au niveau international, nous avons la culture du langage avec un contexte différent. Et le fait d'obtenir l'information, des connaissances est quelque chose d'universel. Et donc, ce que vous pourrez voir ici en relation au sujet en parallèle, montrant que même si le succès est différent selon les pays, nous avons un défi collectif pour aborder la relation qui est en relation à l'écart et la pauvreté et la tendance qui est similaire, même s'il y a des distinctions pour les différents pays qui sembleraient avoir moins de problèmes. En ce qui concerne cela, et la façon de comment on aborde le réseau global, nous sommes engagés à cette collaboration globale. Et étant donné l'apport si généreux de BHP, la Fondation, nous avons établi 5 différents groupes qui aident à intégrer l'évidence dans le système d'éducation. Alors, à travers ce travail, nous voulons appuyer un réseau d'organisations qui émerge à travers tout le globe avec l'initiative d'augmenter le volume et la qualité et l'utilisation d'évidences de recherche qui peut nous mener à la meilleure prise de décision dans les écoles afin d'avoir de meilleurs résultats pour les élèves. Et je pense que c'est le type de travail où aujourd'hui on développe et on modèle aujourd'hui aussi. Alors, améliorer l'évidence et certains programmes qui vont alimenter le programme d'évidence qui a pour base notre boîte d'évidence et d'outils pour diminuer l'écart de façon la plus rapide possible au bénéfice de tous les professeurs tout au long du monde. Et comme on a déjà dit, la tragédie de la pandémie du COVID-19 a déjà révélé un besoin sous-jacent de collaboration et de collaboration tout au long du planète pour travailler avec notre partenaire et des défis communs qui impactent aux enfants et aux jeunes dans leurs résultats. Et là, on peut voir que nos principaux partenaires sont là à gauche de notre écran.
et nous sommes très contents de pouvoir travailler avec chacun d'entre eux. En relation à la boîte d'outils et le contexte et la traduction de l'évidence, cette boîte d'outils a comme une évidence globale et une relevance qui aide à ceux qui créent des politiques en appui de plusieurs pays. Nos partenaires sont dans un contexte qui utilise l'évidence locale afin que ce soit de grande relevance et ils puissent donc investir les personnes au niveau local. Tout ceci a été créé pour le contexte et différents continents et on voit également différentes tendances pour avoir différentes ressources avec différentes études produites lors de ces situations. Cela est traduit actuellement en différentes langues et on voit que l'on pourra évidemment les traduire encore à davantage de langues. Avec cette pratique globale de collaboration et ce qu'a provoqué la pandémie tout au long du monde, ces ravages qui ont causé une collaboration sans précédent pour pouvoir collaborer sur ces défis et opportunités clés. Par exemple, pour les défis, le mouvement d'apprentissage à distance et également les défis avec l'accès des élèves pour pouvoir obtenir des remises online. Et en ce qui concerne les professeurs qui puissent continuer avec le développement professionnel et une nouvelle focalisation pour les parents et l'investissement des parents quand les enfants travaillent de façon online. Et pouvoir également identifier quelles sont les pratiques qui seront plus productives dans les écoles et pour la récupération. Et nos partenaires de projet également ont produit des évidences qui répondent rapidement pour les besoins dans les différents systèmes éducatifs. Et pour appuyer cela, notre évidence et notre analyse d'évidence, nous avons l'évidence d'une meilleure recherche et 5 de nos partenaires ont traduit des éléments avec des ressources durant le temps de COVID. Et le compte-rendu que nous avons en ce qui concerne l'enseignement à distance a été partagé dans le réseau de partenaires et répliqué avec l'évidence d'apprentissage en Australie, avec le contexte de la fondation pandémie et autres. Alors, il y a des exemples qui sont merveilleux de beaucoup de collaboration et de partage de travail à travers la traduction de ces ressources que je peux vous illustrer. Et en ce qui concerne notre propre travail, c'est identifier des stratégies pour aborder l'impact dans la pandémie chez les élèves en tant que priorité. On va voir que l'enseignement a une qualité clé et en plus de cela, des programmes qui ont pour base l'évidence pour pouvoir limiter l'impact de la pandémie. Donc, au cours des 18 derniers mois, l'EEF a eu un rôle clé dans le contexte du COVID-19 et nos données probantes ont été utilisées par le gouvernement. 2 exemples ici, le programme national de tuteurs et première intervention de langage. On fait partie de l'ensemble des politiques utilisées par notre gouvernement en montrant des résultats positifs montrant une approche positive d'un point de vue international. Et nous avons trouvé des idées similaires en Hollande et aux États-Unis
et nous continuons à tirer de leçons des efforts globaux, mondiaux, pour les intégrer dans notre politique. L'exemple que je mentionnais vient de Hollande. Comme vous pouvez voir, ils utilisent des traductions de leur kit d'outils de 8,5 millions d'euros pour utiliser des données probantes et informer de la manière dont ils utilisent ces données probantes. Donc, en penser de nouveau à l'impact des fermetures d'écoles durant la pandémie. La recherche en Angleterre montre des patrons similaires. Nous en mathématiques est consistante avec l'information que nous recevons. Il y a une brèche très importante avec ceux qui sont dans des situations sociales difficiles en raison de la pandémie. Nous faisons une recherche sur la fermeture des collèges en Angleterre et également dans les parties à risques sociaux et l'impact que cela peut avoir sur les élèves. L'étude va également étudier quelles stratégies sont associées à de meilleurs progrès et à une récupération scolaire et une amélioration de l'apprentissage. Je pense que cette façon d'aborder que l'on peut partager ici, nous pouvons écouter les messages de différentes parties du monde et qui partagent leur expérience durant la pandémie. Donc, pour résumer, un enseignement de haute qualité qui s'appuie sur les données probantes les plus solides que nous avons. Nous pouvons nous assurer de cette façon que les professeurs ont le soutien nécessaire. Nous devons nous appuyer sur ces données probantes pour nous assurer un impact et aider les élèves qui ont le plus perdu, surtout ceux qui sont en situation défavorisée. Nous voyons que pour les initiatives de récupération éducative, il y a une grande opportunité pour l'utilisation des données probantes et l'élaboration de politiques publiques. Et le secteur de l'éducation va devoir travailler sur des réponses soutenues basées sur les données probantes, comment cela fonctionne pour la récupération de l'éducation et en apprenant également depuis l'effort mondial. Chaque pays fait face à des défis similaires et en apprenant de ces efforts mondiaux, il s'agit d'un point clé pour combler les brèches et pour assurer que la vie des élèves ne soit pas affectée à long terme. Donc, dans ce temps de crise, il y a une grande opportunité pour faire des changements dans les systèmes éducatifs à long terme et résoudre les inégalités qui existaient déjà avant la pandémie et dont nous voulons nous assurer qu'elle ne continue pas après la pandémie. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Nous avons un espace ouvert pour échanges et questions. Sentez-vous libre d'écrire sur le chat. Donc, moi, je voudrais poser une question, Dr. Francis. C'était très, très intéressant. Et j'ai une question associée à la contextualisation de données probantes. Comment elle se transmet?
comment maintenir cette tendance? Et ensuite, comment s'appliquent les programmes dans le monde entier? Vous pourriez nous partager certains des défis auxquels vous avez pu faire face? Comment les adapter? C'est quelque chose de nouveau pour nous. Dans les Caraïbes et en Amérique latine, pourriez-vous décrire et nous parler de certains défis auxquels vous avez pu faire face au moment de la contextualisation et de traduire ces données probantes Thanks, comme Sonia. What a great partie de ce question. triangle? I think, as C'est I've said, you know, une we question recognise, importante. of course, the Je pense importance of que, comme je context. l'ai déjà And dit, nous Forensia's reconnaissons son importance étant donné comments le contexte. about the Par different exemple, situations of education systems in en different countries are very pertinent par here. rapport aux différentes And there are situations des differences in différents pays, resources, but c'est also quelque different chose sort of de cultural réel. Il y a vraiment approaches, des capacity différences issues. We en see fonction those des issues, approches you know, culturelles, des not just capacités. Nous voyons ces between difficultés, countries, but non certainly within seulement entre countries as pays, well. It's mais important for me to également say dans that les even pays eux-mêmes. in the C'est English important donc de context, dire 10 years que, ago, que RCTs, these le randomized contexte de controlled trials, were l'anglais, il y quite a 10 ans, new in the English context. And therefore, we had to really take some ont time to évolué. see Il y a that maintenant de nouveaux development across contextes different university departments and et so nous forth devons in voir raising le capacity. développement dans les différentes So I would say universités et that in départements terms of pour some of the adapter ces issues that you're capacités. mentioning about data, about Par rapport à ces capacity to difficultés que facilitate vous mentionnez methodology, par you know, rapport these aren't aux just données et pour between faciliter la country issues. méthodologie, I think tous we ces all face éléments issues in relation to sharing this ne knowledge concernent and the pas seulement les capacity différents that can pays, support that mais knowledge as well. chaque pays peut Likewise, as I partager say, ses context is connaissances et really la façon important. d'aborder That's les why I connaissances. Le think there is contexte an est très open important. invitation. C'est pour We have so cela much to learn qu'il from y a une other contexts invitation too. We can ouverte et learn qu'il y a mutually. beaucoup à And apprendre by d'autres using contextes. studies from Nous different allons apprendre countries de to façon inform this mutuelle en toolkit, utilisant des we'll études de really have différents a pays global pour informer collective approach, sur which cette ensures that boîte à outils. evidence Il is faut avoir relevant to une approche everyone globale, and isn't collective, qui assure que Eurocentric les données or probantes nous led by, servent you à know, tous. Il ne OECD s'agit leading pas nations. seulement de se concentrer sur les pays développés. Merci pour cette réponse intéressante. Nous générons l'information et nous savons pas, parfois nous ne savons pas que faire avec cette information. Merci beaucoup. C'est un thème très intéressant, une présentation très intéressante qui m'invite à me certifier, qui me pousse à me certifier dans la génération de données. Je voudrais remercier la docteure Francis pour nous avoir illuminés avec cette présentation si intéressante. Nous savons qu'elle doit nous quitter maintenant et nous savons qu'il est assez tard chez vous. Et donc, merci beaucoup de vous être rejoindre à nous et d'avoir partagé cette information. Nous sommes très contents que vous fassiez partie de ce groupe, que vous travaillez avec Souma de cette façon pour continuer à avancer dans dans nos régions des Caraïbes. Merci beaucoup. Maybe before Dr. Francis has to leave, maybe we could take a picture of all of us. If you can turn on your camera. Avant que Dr. Francis se retire, Turn on your cameras would be, pourriez-vous tous allumer vos caméras pour que nous fassions une photo de groupe? Es un agrado ver todas las caras. C'est un plaisir de voir tous les visages sur l'écran. Okay, muchas gracias. Merci beaucoup. Tenemos, algunas fotografías Nous avons de ustedes. Thank you, Dr. Francis. une photographie avec tout le monde. Sonia, Merci. Sonia, Okay, back to me, Raoul. Yes, okay, all right. So we move right along. donc nous continuons et nous allons donner la parole à notre deuxième intervenant. Je voudrais vous présenter Rafael Carrasco, le directeur
Souma, sous-directeur de Souma, membre du directeur de l'agence de qualité du Chili. Il a travaillé au ministère de l'Éducation, plusieurs postes. Il a eu à charge le système national pour améliorer la qualité de l'éducation. Et également, il a dirigé l'équipe technique du ministère de l'Éducation pour élaborer et améliorer une grande quantité de politiques en matière d'éducation. Nous parlons de la loi pour le financement pour les étudiants les plus vulnérables du pays. Il a aussi participé à dans l'université de Stanford. Il est très qualifié. Il a 2 magistères en ingénierie civile industrielle, également en économie de l'Université du Chili. Un magistère également en éducation internationale et un doctorat en éducation de l'Université de Stanford. Donc, je vous laisse la parole donc, à Rafael Carrasco de Souma. Bienvenue. C'est un plaisir de partager avec vous tous. Merci. Bonjour. Je vais partager mon écran pour la présentation. Donnez-moi une seconde. Sonia, pouvez-vous me dire si on peut voir correctement mon écran? Oui. Donc, merci de nouveau pour cette opportunité de partager avec vous tous. La présentation que je vais faire maintenant fait partie de ce que vient de présenter Becky Francis. Nous sommes partenaires de la Fondation EIR. L'idée est de partager avec vous une partie de notre expérience en apprentissage par rapport à l'utilisation de données probantes dans les politiques et de manière pratique, et en particulier par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, cette situation pleine de défis au niveau mondial. Au début, c'est quelque chose qui nous a rappelé que nous sommes tous interconnectés, plus interconnectés que ce que nous pensions, et une grande opportunité pour travailler ensemble de manière collaborative et résoudre les défis auxquels nous faisons face. Donc, je voudrais introduire ma présentation en rappelant que le système éducatif est un système qui fait toujours face à des défis en permanence. Nous nous demandons tout le temps qu'avons-nous atteint, qu'avons-nous consolidé, où pouvons-nous avancer, et également où en êtes-nous par rapport à d'autres États ou par rapport à la région ou par rapport au monde, au reste du monde. Et cela, l'éducation développe différentes dimensions. Il y a des dimensions physiologiques, cognitives, affectives, et ces implications sont multiples dans la construction sociale, dans notre développement économique, civique, politique, et dans la protection et le développement culturel. Et donc, la question qui se pose à ce niveau-là est que faisons-nous par rapport à tout cela, et en tenant compte en plus que nous avons une tension additionnelle produite par le Covid-19, par la pandémie de caractère mondial qui affecte les systèmes de santé, les systèmes politiques, nos économies, qui sont durement touchés par tout ce qui se passe, et bien sûr nos systèmes éducatifs, avec des écoles fermées, l'abandon de la scolarité et des défis pour les communautés éducatives et les gouvernements.
nos étudiants, leurs familles. Et Et par là-dessus, on rapport peut à parler de menaces dans le sens de cette situation, d'un processus de développement multidimensionnel et également une observation des difficultés qui existaient déjà en relation aux restrictions économiques, culturelles, etc. Et en même temps, il y a une série d'opportunités en relation à la repensée ou le regard d'un système scolaire à distance. Et concernant la collaboration de différents acteurs et pays qui ont dû collaborer actuellement, et je pense qu'en relation, relevant ces dimensions qui auparavant étaient cachées, par exemple la sociomotivité de tous nos systèmes éducatifs. Je voudrais simplement brièvement parler d'une intervention aux États-Unis en relation à des étudiants qui consacre à plus d'un million d'étudiants dans 40 États, qui illustre une sorte de dimension qui émerge en relation à la pandémie. Parmi les étudiants qui ont participé aux évaluations de la pandémie entre mars de l'année passée et le mois de mai de cette année, avec 10 mois d'école, on observe qu'en mathématiques, il y a eu une moyenne de 5 mois de retard. Et on voit là que dans un pays où les choses fonctionnent relativement bien, la moitié du temps a été perdue en tant qu'expérience éducative. Mais les élèves avec la majeure désavantage, avec 7 mois de retard. Donc, l'impact a été énorme, non seulement dans le processus conjoint, mais également élargissant les écarts d'inégalité. Si on pourrait établir une échelle de niveau d'apprentissage, de développement cognitif scolaire, où il y aurait une distribution des apprentissages en relation à la pandémie, on voit qu'il y a un emplacement qui a reculé en plusieurs mois et en même temps, on voit une exacerbation des inégalités, surtout touchant les populations les plus vulnérables. En conséquence à cela, ce qui était un besoin très important et maintenant est vraiment une émergence. Premièrement, en ce qui concerne la normalisation du contexte qui signifie, parce que les choses probablement ne seront jamais comme auparavant, et évidemment réparer les conséquences de la pandémie. De là la question, qu'est-ce que l'on réalise là-dessus? Et la question est beaucoup plus importante donc. Et là, on peut partager avec vous certaines des mesures que l'on prend en différents endroits du monde, comme focaliser des ressources avec une focalisation en relation des populations qui ont été plus affectées, plus touchées, travaillant également avec des adaptations curriculaires et pédagogiques afin d'appareiller tous les outils d'apprentissage scolaire et également préparant les enseignements en ce qui concerne ce qui arrive, non seulement dans le domaine éducatif, mais également les supports des activités scolaires, avec un processus très important focalisé dans la connectivité et technologie, avec des pages web, des matériaux, ordinateurs, avec une meilleure disposition envers les écoles. Et également potentier le système scolaire établir des contacts avec les familles et également des monitorings, d'évaluation et établir une observation de comment ils évoluent, quel est le niveau de contact, d'abandon, de renforcement des familles, etc. C'est donc un ensemble de choses qui arrivent à différents endroits du monde
concernant ce que nous vivons pour cette pandémie. Et évidemment, on développe des efforts de notre propre système au sein des communautés. Et hier, revoyant différentes plateformes qui ont été là à renforcer également et générant l'appui aux enseignants avec des matériaux, des connexions, etc. Donc, un effort énorme en tant que pays et communauté que l'on réalise. Et dans ce contexte, la question est comment on peut orienter ce que nous réalisons en relation, qu'est-ce que l'on peut apprendre de tout cela? Évidemment, cela génère une tension entre ce qui est global et local. Pourquoi ce qui fonctionne là-bas peut être utile ici? Mais également, ce sont des orientations sur lesquelles on peut s'appuyer pour ne pas partir de zéro. Et donc, le défi est comment on peut connecter les connaissances globales avec la pratique locale. Et je veux partager donc avec vous un modèle que l'on a réalisé à Zoom avec la connexion de différentes étapes. Premièrement, identifiant les écarts qui sont de relevance sur lesquels on peut observer aux différents endroits du monde. Et ensuite, systématiser, traduire non seulement dans des langages, mais vraiment les concepts pour la prise de décision, tant pour les politiques, pour l'école, avec un langage très différent à notre langage habituel, avec l'imagination aussi. Et également l'importance d'innover dans des espaces concrets, de comment on peut adapter cela à notre propre réalité et très important aussi de comment on travaille en réseau, collaborant, comment on partage, on communique, on travaille pour potentier des choses que l'on puisse réaliser avec cet effort, cette union et connecter des situations si différentes qui font partie de ce qui est relevant dans ce sens aussi. Et donc, reprenant ce genre de mesures que l'on prend actuellement, je voudrais me focaliser en ce qui concerne les adaptations pédagogiques et la formation des enseignants à la lumière de la question que l'on aborde de comment on peut potentier les ressources et efforts que nous avons à disposition pour les défis et l'accélération et la récupération de l'éducation. Et donc, comment incrémenter ce que l'on fournit comme effort. Et cela est en relation avec le type de contenu. Et là, il est important de pouvoir identifier ce qui est essentiel et donc l'appréciation curriculaire et la pédagogie, c'est-à-dire comment on peut travailler tout cela priorisant le curriculum. Et là, on peut prendre les contextes qui sont très importants pour justement potentier cet apprentissage. On observe donc cette contrepartie de ce que l'on parlait auparavant avec Becky et l'évidence qui ont été reprises par différentes collègues. On peut observer qu'il y a 4 stratégies qui sont énormément puissantes. La rétroalimentation formative, la métacognition, la collaboration, l'enseignement et le développement socio-émotionnel, entre autres. Ça, brièvement, quand on parle que l'on peut accélérer un apprentissage, plusieurs de ces pratiques de plusieurs fois dans l'année, on peut voir que dans 8 ans de scolarité, dans la plus grande majorité des écoles, parfois 12 ans, cela veut dire que l'on peut accélérer peut-être en un an de plus. Et donc, si on parle de stratégie, cela peut être vraiment très important. Et ensuite, la question est de si c'est vrai ce genre de réalité pour nous, pour notre région. Et là, il est très important donc de démontrer, de voir comment réaliser le travail des autres, plutôt qu'évaluer
c'est de partager brièvement une expérience très concrète que nous avons travaillé à Arica, au Chili, avec un programme qui s'appelle TAGRA, qui prenant comme point de démarrage cette évidence globale de différentes collaborations. On cherche quel programme au monde travaillait ce type de sujet avec des communautés. Et nous avons identifié plusieurs alternatives et nous avons connecté avec un programme très important en Israël. Nous avons visité ce type de programme avec le support de l'OSD et nous avons abouti à un accord pour essayer cet effort ici avec des communautés hautement vulnérables et on travaille sur ce programme actuellement pour générer un programme dans le contexte de pandémie et on travaille justement avec des communautés des écoles très vulnérables dans un contexte virtuel, mais également de façon présentielle, appuyant sur des théories formatives et d'autres guides que nous avons développés et essayant de générer des emplacements de transformation scolaire qui permettent que nos enseignants puissent élaborer des stratégies appuyées avec des programmes de collaboration, de métacognition et de collaboration, analysant ce qui arrive et adaptant cela avec des sites d'amélioration. Voilà une expérience très brève que nous avons réalisée en relation à apprendre la pratique globale pour la localité et la pratique locale. Et la question donc maintenant est non seulement qu'est-ce que nous pouvons apprendre, mais comment on peut apprendre du travail des autres. Et nous pouvons donc établir des actions à différents délais. Il y a des actions rapides et des stratégies qui sont consolidées. Quelques-unes sont très simples, d'autres très concrètes. Et comment on peut travailler avec cela dans les communautés scolaires, avec des adaptations, contextualisation à moyenne échéance et que l'on peut ajuster évidemment, et évidemment des politiques de moyenne et longue échéance pour adapter des stratégies à notre système de façon beaucoup plus consolidée avec une projection à longue échéance. Et partir donc avec cette gradation de différents types. Et il est également important de considérer comment cela touche les différents acteurs. Depuis les ministères, par exemple, nous avons l'importance de générer des matériaux et guides d'appui, produire de l'information d'enseignement pour ces pratiques. Et évidemment, pour certaines pratiques, la différence générait la traduction d'une centenaire d'études. Et on parle là d'années d'avancement pour les éducateurs, pour la formation complète. Et évidemment, la création de programmes dans le contexte COVID qui va nous appuyer durant plusieurs années avec des initiatives locales et également au sein des facultés, par exemple, nous avons des révisions, des ajustements de même aux Caraïbes, dans nos pays, pour ajuster la formation et des initiatives et services, également dans les magistères de l'enseignement et la directive avec la promotion, formation et utilisation de ces pratiques qui ont à la base ce type de stratégie dans des centres de recherche, identifiant l'expérience avec un potentiel, adaptant l'évaluation de stratégie et évidemment assumer toutes ces stratégies. Et finalement, pour finir, la question est comment on travaille pour travailler en réseau avec tout cela. Est-ce que on réalise pour dialoguer sur ces emplacements pour plus de besoins et d'opportunités de dialogue, également mettre en commun des connaissances, des actions et des mécanismes d'action avec un grand Et emplacement. pourquoi pas agir ensemble pour identifier, adapter et évaluer ces outils. Alors, pour conclure,
Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent. Nous avons un problème de retard et d'exacerbation de l'inégalité. Nous pouvons apprendre d'autres avec prudence et, et c'est ce que l'EEF partage avec vous, des actions de court, moyen et long terme. Et le travail en réseau est plus nécessaire que jamais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour nous donner une vue assez ample de la situation et du travail à venir. Nous savons que cette pandémie a mis une loupe sur beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas et que nous devons solutionner pour nos élèves. Donc, c'est quelque chose qui donne matière à penser, ce qui arrive dans toutes nos différentes régions. Et nous allons continuer avec notre prochaine présentation. Je rappelle à tous les participants que si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat. Si vous avez une question, vous pouvez aussi lever la main quand nous arrivons à la partie des questions et des réponses. Et ensuite, je voudrais présenter à notre dernier intervenant, M. Roosevelt Hernandez Rodriguez. J'espère avoir bien prononcé son nom. Il est directeur de l'Institut de recherche en initiative éducative locale de l'Université pédagogique nationale Francisco Morazán du Honduras. Il a de l'expérience dans le domaine des initiatives éducatives locales. Il réalise des études au niveau national et international. Il a travaillé avec plusieurs ministères d'éducation et des organismes financiers internationaux. Il a travaillé comme enseignant dans plusieurs programmes d'université, de magistère et doctorat dans des universités publiques et privées. Il a une licence en mathématiques avec option sciences de l'informatique, un magister en sciences politiques avec spécialité en économie et un doctorat en économie réalisé en Allemagne. Et donc, je donne la bienvenue à Roosevelt et je lui passe la parole. Merci à tous et merci à mes collègues qui sont présents aujourd'hui. Nous avons vu dans les deux présentations des pratiques provenant des salles de classe et des espaces publics. Et je vais me concentrer sur ce que nous faisons dans l'université, principalement dans le domaine de la génération et la diffusion des données probantes pour avoir un effet positif sur la prise de décision dans le secteur éducatif. Et dans ce sens, je vais partir des différents modèles présentés par Weiss, modèle d'utilisation sur comment doit se faire la diffusion et comment doit être utilisée l'information qui provient de la recherche. Il y a d'autres modèles, bien sûr, l'UNESCO a d'autres modèles, il y a d'autres auteurs, mais celui-ci se concentre sur le type d'utilisation de l'information. Je ne vais pas m'arrêter sur tous,
mais je vais quand même les présenter. Le premier est un modèle linéaire, où la recherche est réalisée et ces recommandations qui viennent donc de la recherche sont des enseignements qui viennent de la recherche et sont visualisés dans les programmes de politique éducative au niveau méso ou au micro. C'est l'idéal, mais c'est ce qui est le moins utilisé. Le plus normal est que la recherche est réalisée dans les différentes universités qui génèrent de l'information et elle termine ou dans par exemple dans une revue scientifique, mais avec peu d'utilisation de la part des preneurs de décision. Le modèle interactif, qui est le modèle numéro 3, est celui où a lieu ce dialogue permanent entre les chercheurs et ceux qui prennent les décisions. Et dans dans notre cas particulier, nous sommes conseillers du secteur de l'éducation, conseillers des ministres à partir d'une recherche avec un langage technique et pour arriver à l'information dont ont besoin les personnes qui prennent les décisions dans un dialogue permanent. Le numéro 6, modèle d'illumination, est un modèle d'utilisation dans lequel l'information est générée, l'information est diffusée, l'information est mise au service de la communauté éducative, à la disposition des moyens des médias pour pressionner et pour communiquer à la société l'importance de changement, l'importance de la prise de décision, que la prise de décision soit réalisée de manière informée. L'information est donc utilisée à moyen et long terme pour pouvoir avoir cet impact dans la prise de décision au niveau politique. À partir de cela, je voudrais partager ce que nous faisons comme université et en se concentrant sur notre université pédagogique par rapport à la diffusion de ces données probantes. Pour les personnes qui prennent les décisions, et donc en ce cas particulier le ministre de l'Éducation ou le reste du secteur de l'éducation. Nous avons généré, à partir de différentes études pendant la pandémie, des études sur et pour le système éducatif en temps de pandémie. Au Honduras, le système éducatif public et privé a été fermé en fin mars de 2020, toutes les salles de classe du pays ont été fermées. Et immédiatement, comme université, nous avons commencé une recherche en consultant les enseignants. Si pendant ce mois et demi qui avait découlé déjà, est-ce qu'ils étaient en communication avec les élèves? Comment est-ce comment les 55 000 environ enseignants faisaient face à cette situation? Tout cela a été objet de recherche, mais encore en allant plus loin, cette recherche visait à montrer un travail interactif avec les hauts niveaux du ministère de l'Éducation, avec aussi des directeurs de centres éducatifs, différents modèles d'éducation, afin que chacun voit ce qu'il se passait et pouvoir prévoir le scénario à venir. Dans ce même contexte, et environ 2 mois plus tard, nous avons réalisé cette grande étude
en consultant cette fois-ci non pas les enseignants, mais les pères et mères d'élèves sur les difficultés auxquelles les élèves pouvaient faire face ou eux pouvaient faire face dans la communication avec les enseignants, avec leurs enfants et aussi d'autres éléments d'ordre socio-émotionnel des étudiants. Nous avons consulté environ 57 000 pères et mères de famille et on a tiré des leçons qui ont été partagées dans des dialogues permanents avec les autorités en matière d'éducation ou les syndicats d'enseignants, avec les membres de coopératives, et une diffusion massive a été effectuée pour comprendre la situation. Donc d'abord auprès des enseignants, ensuite auprès des pères et mères d'élèves et ensuite auprès d'élèves du 3e cycle d'éducation basique et niveau intermédiaire. Dans la première étape, en septembre-octobre 2020, et ensuite, en juillet, une autre étape a eu lieu pour analyser tout ce qui s'est passé pendant ce temps de pandémie depuis l'année dernière. Comment se sentent les élèves? Comment ont-ils travaillé les aspects socio-émotionnels avec leurs parents? Comment ils visualisent l'apprentissage qu'ils reçoivent? Et d'ici quelques semaines, nous aurons les résultats de cette étude que nous partagerons avec le ministère de l'Éducation. Un autre élément important de diffusion et utilisation de ce modèle interactif d'information de WISE, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation, avec SUMA, ce modèle afin de générer une recherche et une mise à l'échelle d'approches de développement professionnel des enseignants au Honduras 2020-2022. L'université pédagogique a le rôle de la recherche en partenariat avec ceux qui prennent les décisions dans le ministère de l'Éducation pour la formation permanente des enseignants et d'autres acteurs. Nous sommes dans ce modèle interactif pour générer et voir comment est utilisée l'information. Cela a à voir avec la recherche, mais les universités avons aussi réalisé des révisions et ajustements des programmes nationaux pour les contextualiser, étant donné le contexte de pandémie. Et à la fin de l'année dernière, nous avons généré avec les autres universités publiques, avec toutes les universités aussi privées, l'association des universités privées du Honduras et l'Alliance des médias de communication, nous nous sommes réunis pour analyser le plan stratégique du secteur éducatif et le mettre à l'échelle pour les années à venir, étant donné le contexte de pandémie. Et étant donné que ce contexte doit générer des changements de taille importante. Pour cela, il y a eu une interaction constante avec le ministre, avec les autorités en matière éducative pour voir comment propulser ce plan stratégique, comment l'adapter à ce contexte de pandémie. Nous avons aussi élaboré des outils pour la prise de décision. Je vais montrer certains de ces outils rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. L'université a un observatoire du Covid et d'éducation et Covid. Nous avons généré donc cette plateforme
d'éducation et santé. Et vous pouvez me confirmer si vous la voyez apparaître à l'écran. Oui, Perfecto. oui, La plataforma, Josué. cela fonctionne bien. Merci, Raoul. Donc, cette plateforme, nous l'avons inaugurée. C'est une plateforme d'éducation et Covid pour communiquer des informations au ministère, mais aussi aux différentes communautés éducatives. Nous avons réuni de l'information qui vient des statistiques du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, en visualisant, par exemple, les cas confirmés de Covid pour 100 000 habitants, l'indice de risque également, si on ouvre ou pas les écoles dans les communautés, en prenant en compte la quantité de cas de Covid et la quantité de jeunes et enfants dans un contexte où il y a encore une partie très faible de la population vaccinée avec les deux doses. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un département. Et vous pouvez voir ici le municipe, quel niveau de risque, à quel niveau de risque fait-il face en matière de contagion, la quantité de cas comptabilisés, la quantité d'étudiants inscrits à l'école et combien d'élèves y a-t-il dans ce municipe pour chaque cas confirmé de Covid. Ici, vous voyez un autre exemple de présentation des risques. En jaune, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Et rouge, bien sûr, risque élevé. Nous avons aussi une fiche d'évaluation. Vous pouvez explorer cette plateforme parce qu'il y a d'autres éléments importants. Combien d'enseignants y a-t-il dans chaque centre éducatif? La planification de retour scolaire. Et pour donner un suivi à notre plateforme, on a généré une quantification de combien de vaccins doivent être fournis au centre éducatif pour le retour des classes. Cela s'est présenté au mois de février, sociabilisé avec tous les directeurs départementaux de l'éducation, les directeurs régionaux et municipaux. Et précisément, il y a quelques semaines, nous avons contemplé que certains municipes, avec cette plateforme et d'autres, nous avons généré de l'information. Ces municipes où il y avait moins de cas de COVID pourraient retourner aux classes de telle façon que voilà une page du secrétariat d'éducation le 29 juillet, donc il y a quelques jours. Le ministère en chaîne nationale a parlé de retour au centre d'éducation de façon volontaire, comprenant que les enseignants doivent être tous vaccinés et comprenant qu'il doit y avoir des mesures appropriées de sécurité et également un consensus au niveau communautaire. Mais la clé ici est que nous avons généré de façon d'interaction éducative et de façon illuminative, nous avons visualisé la pertinence ou non du retour au cours. D'autres éléments aussi, nous voulons partager que l'Observatoire d'éducation a travaillé
sur une plateforme où vous pouvez voir ici la présentation avec les links. Nous avons généré également de l'information de grande valeur pour les départements et municipes sur la couverture et les indicateurs éducatifs. Et on voit comment on peut voir s'ils sont au-dessus ou éloignés des objectifs d'éducation du pays. Je vais donc terminer là-dessus en vous informant qu'en tant qu'université pédagogique, nous avons établi des discussions et diffusion permanente d'informations et d'analyses de statistiques avec des éléments contextualisés de façon hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, nous menons de l'information à la radio, à la télévision, de façon électronique aussi, en imprimé, cherchant justement cette utilisation de lumière, d'illustration de l'information pour pouvoir avoir une incidence et pourvoyer justement cette influence dans l'éducation pour générer des politiques d'éducation à grand niveau, niveau moyen et petit niveau aussi. Cela, on le réalise semaine à semaine. Et je termine là-dessus, vous disant que cette diffusion d'évidence au niveau des universités et des pays est un grand défi. Et les universités, et en particulier en alliance avec des universités publiques et privées, nous avons généré une information. L'université pédagogique, comme formatrice de l'enseignant, comme université qui se consacre strictement dans le domaine éducatif à la formation d'enseignants, dans le domaine de l'éducation de différents domaines. Ces dernières années ont été de grandes valeurs, renforçant ce papier, cette synergie, cette communication, interaction dans la prise de décision pour générer ces politiques. Évidemment, il nous reste encore énormément à faire parce qu'il y a des défis très forts. D'un côté, les changements permanents des communautés éducatives qui sont touchées, mais également, c'est très complexe quand on fournit une information indépendante et il y a toujours un secteur qui pense que l'on réalise cela pour nuire à un autre secteur ou un fonctionnaire quelconque. Et il y a donc dans cette carte politique éducative très forte que l'on visualise toujours sur les pays avec les syndicats de l'enseignement aussi. Il nous reste donc encore beaucoup à faire pour pouvoir dire que l'information que l'on fournit s'utilise de façon appropriée. Et voilà le défi permanent que nous avons. Mais nous donnons ces pas et ces dernières années, cela a été beaucoup plus impactant sur ces synergies d'éducation entre les autorités éducatives et le fournissement d'informations de la part des chercheurs avec des réunions des assesseurs et également avec les personnes qui prennent la décision. Les grands défis, les avancements et tout cela. Merci beaucoup à vous tous. Thank you indeed, Ruth Bell, for sharing and giving us a deeper understanding of what is going on. Merci de partager cela et de nous permettre de comprendre ce qui arrive à Honduras. On se rend compte que nous voyons la pointe de l'iceberg de cet univers que l'on aborde ici et que vous avez partagé lors de votre exposé. Et donc, sans doute, il y a beaucoup à faire. C'est une tâche assez large sur laquelle vous êtes engagé. Alors, grand merci. Très bien, maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions, pour poser des questions. Je remercie dès lors à vous tous et à chacun d'entre vous pour de votre présence. Le temps est toujours en manque, toujours précieux. Alors maintenant, je vais récapituler les présentations que nous avons vues.
La docteure Becky Francis nous a parlé des évidences et les réponses à la pandémie du COVID-19, les conséquences, parlant des conséquences dans les écoles. Et le docteur Hernandez nous a parlé de la génération de l'évidence dans les universités pour prendre la décision dans le secteur d'éducation à Honduras. Maintenant, nous allons revoir certaines questions. Nous avons une question pour le docteur Hernandez en premier lieu. La question est, comment définissez-vous les échantillons lors des recherches que vous développez? Je ne suis pas très sûre concernant la juridiction. Comment on définit les échantillons sur les études que vous réalisez? Monsieur le docteur Hernandez, vous pouvez commencer. C'est important de montrer ce que nous réalisons, mais pas seulement des échantillons par un élément important, qui est justement voir qui a justement accès à ces études, étant donné que principalement dans le cas des parents de famille, pères et mères de famille, pas tout le monde a un accès à Internet. Et donc, nous avons un échantillon qui est limité à ceux qui ont un accès à Internet. Dans le cas des étudiants et de certains enseignants, les numéros téléphoniques se réalisent donc par appel téléphonique en particulier. Mais nous avons également une zone du pays qui ne nous permet pas un accès téléphonique. Dans les zones de frontières, par exemple, il n'y a pas de téléphone et il n'y a pas non plus d'Internet. Et dans le cas des lignes téléphoniques, c'est plutôt du pays voisin, du Salvador. Alors, j'insiste, ce sont des échantillons online ou avec ceux qui ont accès à Internet ou au téléphone pour lesquels on peut téléphoner pour justement appliquer le questionnaire, l'enquête. Merci, monsieur le docteur Hernandez. Je vais voir s'il y a encore des questions, mais j'ai ici une question pour le docteur Carrasco. C'est une question qui, étant donné cette pandémie, comment puis-je le dire? Nous sommes dans la première pandémie, nous vivons la première pandémie. Et votre présentation fait mention de ce travail que vous réalisez et du travail qui a déjà été réalisé. Alors, pensez-vous, docteur Carrasco, que pour cette occasion, une partie ou les parties intéressées, plutôt tous les acteurs avec lesquels il faut travailler, les professeurs, les directeurs et peut-être d'autres personnes aussi, qui sont dans le pays, pensez-vous qu'il y a un élément avec tout ce qui empêche cette base, parce que nous sommes en pandémie depuis 18 mois. Alors, pourrait-il y avoir une tendance, une fatigue, parce que nous sommes encore en train de pressionner, nous continuons à nous efforcer, mais la pandémie ne nous relâche pas. Il y a eu un contretemps, une difficulté, un problème qui se présente de la part des parties intéressées comme rétroalimentation? Je pense que c'est une question très importante parce qu'à vrai dire, la pandémie nous a défiés dans plusieurs dimensions et évidemment, il y a une fatigue, un épuisement et la pandémie nous a posé des limites comme personne, comme institution aussi. Alors, d'un côté, oui, je pense qu'il y a deux forces.
Premièrement, c'est un s'il vous plaît, ne nous demandez pas plus. Et d'un autre côté, nous avons besoin d'un emplacement d'écoute et de dialogue qui est très important. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est trouver une balance, un équilibre entre ces transformations qui poussent à des endroits différents, comprenant qu'il y a une grande valeur dans un emplacement de dialogue, de conversation, de réflexion, d'écoute mutuelle et penser ensemble pour aborder cela. Parce que je pense qu'une grande chose qui a la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de sensations de solitude, d'être seul. Et ces emplacements sont également très mis en valeur avec ces conversations, de ne pas se sentir seul, justement. Et cela nous permet de balancer ou dimensionner différentes choses pour le gouvernement et pour prendre cela comme un emplacement d'être ensemble, de travailler ensemble et penser des solutions. Et nous sommes justement sur cet équilibre, mais comme vous indiquez, il y a une fatigue, mais également un très grand besoin, très fort, de voir l'opportunité dans tout cela. Merci beaucoup de votre réponse, Dr. Carrasco. J'ai encore des questions ici et je vais la lire. Je sais un peu de français, mais j'ai une question pour le docteur Hernandez. Docteur Hernandez, jusqu'à quel point l'université travaille avec des législateurs pour construire des capacités pour la prise de décision? Je répète, jusqu'à quel point les universités travaillent avec les législateurs pour construire des capacités au moment de prendre des données pour la prise de décision? Bon, comprenons la législateur avec les autorités éducatives parce que les législateurs, en général, nous avons les députés au Congrès, mais pour le secrétariat d'éducation, tout au long des années, des dernières 10 ou 15 années, nous étions en accord avec le secrétariat d'éducation au préalable du cadre du plan d'éducation pour tous. Il y a eu la génération d'un accord de formation du personnel technique du secrétariat d'éducation au niveau central, et à un niveau déconcentré aussi, décentralisé pour fournir une information au niveau de post-degré, de maîtrise, au niveau de différentes maîtrises, de recherche, d'éducation, de gestion d'éducation, de formation de formateurs. Et cela permanait encore avec le secrétariat d'éducation dans la formation de la ressource humaine avec un post-degré. Et évidemment, il y a le fort composant de la recherche et ce personnel de grande valeur du secrétariat d'éducation s'est formé chaque fois plus, avec plus d'importance, fournit à l'information de la part du personnel technique. C'est important toujours se souvenir que parfois le personnel technique n'est pas proprement celui qui prend les décisions, mais la haute gérance qui en général a un poste politique imposé par les politiques. Et donc là, il y a une absence d'utilisation de cette information acquise et la génération de politiques. Plus meilleure soit la formation des ressources et la recherche, plus facile il sera de générer une formation positive de haute gérance et de recherche. Et dans ce sens, que nous formons le personnel des différentes instances d'éducation que nous réalisons sous les accords pédagogiques et le secrétariat d'éducation
tant pour la formation des enseignants et permanente, comme différentes recherches, liens de sociabilisation de d'autres éléments importants. Merci beaucoup, Dr. Hernandez. Et donc, j'ai une autre question pour vous, pour le docteur Carrasco. Cette question est aussi en français, donc je vais la traduire. Docteur Carrasco, la question est la suivante. Qu'est-ce qui le maintient motivé? Qu'est-ce qui le pousse à continuer ce travail? Et vous pouvez nous donner un résumé très bref en 1 minute? Qu'est-ce qui le maintient motivé pour travailler dans ce domaine? Je vais voir ce que je peux dire en 1 minute. Je pense que ce qui nous motive à tous et que la pandémie nous représente des défis qu'on ne nous aurions jamais imaginés. Et nous voyons en même temps les besoins de nos systèmes éducatifs à tous les niveaux, voir ce qui se passe au niveau des écoles, des communautés éducatives, comment elles travaillent, avec un niveau de sacrifice, de générosité et avec des efforts qui sont vraiment émouvants à observer. On voit les collaborations avec les familles, les écoles, tout ce que j'ai pu voir au niveau du ministère de l'Éducation, de l'Agence de qualité, nous pousse à comprendre que c'est une grande tâche à accomplir, une grande responsabilité. Et je voudrais faire le lien avec les conversations que nous avons ici sur la possibilité de travailler ensemble et de joindre nos forces dans ce domaine si important et ce qui nous motive à continuer à travailler ensemble face à ce défi inédit et que nos étudiants, les familles, les communautés ont besoin de nous, ont besoin de ces efforts. C'est ce qui me motive à moi et c'est ce qui motive, je pense, tous mes collègues et tous ceux d'entre nous qui sommes là aujourd'hui. Merci pour la question, Sonia. Une question différente, mais qui nous touche tous. Merci. Dans l'éducation, il y a de l'amour. Je pense que c'est quelque chose d'évident. Je vous remercie à tous pour votre participation. Et je remercie à tous nos intervenants aujourd'hui, tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Merci à tous les participants. Je voudrais remercier aussi Javier Duque, à qui je passe la parole. Merci, je voudrais vous féliciter KIX et tous les participants et les pays membres du GPE, du Salvador, du Guatemala. Suma. Nous sommes très contents de voir comment ce réseau grandit, d'assister à ces webinaires et de voir comment tout cela, comment vous avez réussi à réaliser tout ça en contexte de pandémie. Dans ce contexte de défi que représente la pandémie. Merci. Je suis très contente de vous voir tous
Et j'espère bien sûr vous voir. Et j'espère que l'on continue, que ces initiatives de caractère régional continueront à recevoir du soutien. C'est très important, bien sûr, de partager toute cette connaissance. Et pour continuer à participer, je vous félicite tous pour l'excellent travail que vous avez fourni. Merci beaucoup, Javier, et merci à nos intervenants aujourd'hui pour vos présentations excellentes sur l'utilisation des données probantes. La docteure Becky a commencé avec un regard plus global. Raphaël a parlé de certains des défis qu'il y a par rapport au Covid, les apprentissages, et il a concentré sur un cas concret. Et le docteur Hernandez a parlé spécifiquement du Honduras. Je vois qu'il y a deux modèles. Un qui est sur l'adaptation des données probantes et des pratiques efficientes qui fonctionnent dans un autre contexte et l'appliquer dans un contexte local. Et ce dont nous a parlé le docteur Roosbel, la génération de données au niveau local. Nous pouvons dire que les deux approches sont pleines d'opportunités pour nous. Nous sommes, chez Kix, nous pensons, comme disait Raphaël, pourquoi est-ce que ce qui sert, ce qui est utile dans un cas peut être utile dans un autre cas? Je pense que nous sommes dans un contexte exceptionnel d'abondance et aussi un cas exceptionnel en termes de problématiques, et qu'il s'agit de tirer parti de ces instances. Nous savons que l'existence de données probantes n'est pas suffisante. Il y a eu, nous avons pu voir plusieurs exemples. Et l'idée depuis Kix, et que aussi vous, depuis vos organisations, commenciez à promouvoir plus la génération de capacités, parce que beaucoup de données probantes que nous générons. Merci, un grand merci aux trois intervenants. Merci à tous pour votre participation. Le 1er octobre, nous voulons vous communiquer que nous lançons le 2e concours d'innovation de la région. L'idée, c'est que des organisations sans but lucratif, des universités, des écoles, présentent leurs innovations par rapport aux différentes thématiques éducatives. Vous pouvez voir les bases qui vont être publiées bientôt, et vous pourrez présenter des universités de n'importe quel pays de la région. Nous espérons que vous participiez, que vos organismes participent, et que vous puissiez nous aider avec la diffusion des informations sur ce concours. Et comme toujours, nous vous attendons dans nos prochains événements. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Gracias a todos, muy bueno verlos. Nos despedimos entonces.